Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous auriez dû être tailleur. Vous avez consacré votre vie à d'autres pièces que celles des vêtements, des pièces qui vous ont permis de devenir dans le monde entier l'un des plus grands auteurs dramatiques. Un parcours que nous allons évoquer avec des dates que j'ai choisies, je l'espère, sur mesure. Bonjour Jean-Claude Grimbert. Bonjour. Alors c'est vrai que vous publiez un nouveau livre, Quand la Terre était plate au seuil, on va en parler, mais vous avez un parcours exceptionnel et les clés d'une vie permettent de se parler de ce parcours exceptionnel à travers des dates clés, c'est le principe. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 5 décembre 1964. D'après les archives de l'INA, c'est votre première télé comme comédien dans Le Commandant Vatrin. Oui. Vous en souvenez? Oui. C'était l'adaptation d'un roman d'Armand Lanoux, qui est l'histoire d'un commandant en 40 au début de la guerre qui sympathise avec un lieutenant pacifiste. Oui, et ça a été un tournage catastrophique parce c'était le premier tournage avec le car. Oui. Et donc, il y a eu des grèves, il y a tout eu. Tous les comédiens qui jouaient dedans se sont achetés des voitures après parce qu'ils étaient payés en supplément et tout. Et moi, je jouais, par extraordinaire, je jouais chez Jacques Fabry au théâtre et je devais rentrer le soir. Oui. Donc, je pouvais pas être le matin, même quand je tournais pas pour signer. Et donc, ça a été... Et ce Vatrin... J'ai connu Jean-Yann qui était dessus. Oui, il y avait Jean-Yann, il y avait Jacques Balutin, il y avait Jacques-François, Paul Francoeur, des gens tout à fait... Paul Francoeur, très, très impressionnant, très gentil. Des gens très différents de l'univers que vous avez fréquenté ensuite. Oui. Comme comédien, si je suis devenu auteur, c'est que comme comédien, ça marchait pas très fort. Je crois qu'on vous voit dans un épisode des 5 dernières minutes qui s'appelle La Rose de Fer. Oui. Mais comment vous arriviez là-dedans, Jean-Claude Grimbert? J'ai été comédien. Oui. Donc c'était le casting, c'était les buts de Chaumont, c'était... Il nous envoyait des petits télégrammes, des petits pneus. Oui. Présentez-vous à tel endroit, on se présentait. Puis j'avais fini par connaître l'un des réalisateurs qui faisait les 5 dernières minutes. Claude Lourcet. Voilà. Lui, non. Oui. Mais... un réalisateur. Et on tournait en province. Je ne sais plus quelle émission. J'avais un petit rôle dedans. Et le metteur en scène, qui s'appelait Ricard, et qui est mort très jeune, il m'avait pris en sympathie parce qu'il voyait que je m'en tirais pas et il savait que j'écrivais. Voilà. Mais surtout, au départ, c'était pas du tout votre métier, car dans votre famille, on était tailleur, et vous auriez dû être tailleur, Jean-Claude Grimbert. Oui. C'était la vocation familiale au départ. Oui. Car votre père, Zacharie, venait de Roumanie, de Galați, je crois. Galați. Voilà, qui est un port sur la rive gauche du Danube. Oui. Et il est venu en France un peu avant le début de la guerre. Oh non, bien avant. Il est venu, je pense... avant la guerre 14. Avant la guerre, oui, au début, avant de la guerre 14. Oui. Mais pendant la guerre de 40, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a passé 2 ans dans un camp à Compiègne. Il aurait dû aller en zone libre et il ne l'a pas fait. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est sorti de Compiègne, il était très diminué, d'après ce qu'on m'a dit. Moi, je n'ai aucun souvenir de lui. Oui. Ni physique, ni sa voix, ni rien. Et donc, son père était aveugle, sa mère était malade, son épouse avait 2 enfants, dont un en bas âge, celui en bas âge c'était moi, et puis sortant d'un camp, je pense qu'il a dû se dire, j'ai été à Compiègne et à Drancy, il me renvoie à la maison pour des raisons médicales. Et il s'est dit, c'est pas si terrible que ça, quoi. Et résultat, il a été arrêté par des policiers et il est parti à Drancy avant même. Je crois qu'il est mort à Drancy avant d'aller à Auschwitz. Non, il est parti. Non, on a eu des morts à Drancy comme acte de décès. Oui. Mais c'était pour cacher
Auschwitz. Auschwitz. Mais vous savez que jusqu'en 1943, personne ne savait que Auschwitz existait. Et au micro de Radio Londres, il y a un prisonnier qui sort d'Auschwitz qui écrit une lettre. Et cette lettre va être le déclencheur d'Auschwitz. C'est absolument fou. Alors, pendant la guerre, donc, vous avez 3 ans. D'ailleurs, un policier va écrire sur une feuille en arrêtant votre père qu'il y a un enfant de 3 ans dans la maison. Oui. Et vous allez vous retrouver à Moissac. Alors, Moissac, c'était un endroit qui a été créé par les scouts israélites de France. Et c'était des jeunes gens, j'en ai connu certains après, qui, au lieu de penser à se planquer eux, pensaient à sauver les enfants. Et je crois qu'il n'y a pas eu d'enfants de déportés. 500 enfants sont passés par Moissac. Il n'y a pas eu de déportés. C'est fou, hein. Et je crois que vous êtes... Mais on a été dispersés. Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il fallait pas laisser des enfants, 50 ou 100 enfants juifs au même endroit, parce que c'était trop facile à ramasser. Alors que distribuer dans des familles, si on trouvait des familles, on était à moitié sauvés. Oui, et en plus, là-bas, vous n'étiez pas Jean-Claude Grimbert, mais Jean-Claude Guichard. Voilà. Ah, vous savez tout, alors. Oui, non, mais je me suis un peu renseigné. Et le seul moment heureux, je crois que c'était les vendanges pour vous. Non, ça, c'était quand on était... C'était pas à Moissac. C'est quand on était dans une famille. Et ça n'a pas été un moment très heureux. J'ai eu une diarrhée. Et la dame chez qui on était a mis mon slip bien en évidence. Oui, c'est pas des moments heureux. C'était pas un moment heureux. Et je crois que c'est une éclaireuse de France qui vous a ramené à Paris et qui vous a permis de retrouver votre mère à la Libération, Jean-Claude Grimbert. Bien après la Libération. C'est-à-dire qu'il fallait attendre que la guerre soit finie. Elle est venue nous chercher à Moissac, mais on n'était plus à Moissac. Et donc, on lui a dit de rentrer... qu'on allait lui ramener les enfants. Voilà. Et ça a été un grand moment d'émotion. Oui. Et finalement, bon, ensuite, il y a eu l'école. L'école, vous n'aimiez pas tellement ça parce que vous étiez le petit juif avec ses lunettes. Non, le petit juif, on était beaucoup. Donc, les quelques antisémites qu'il y avait, les quelques instits antisémites qu'il pouvait y avoir, on les tenait à distance. Mais j'avais des lunettes énormes. Donc, je pouvais pas descendre à la récré avec mes lunettes. Je pouvais pas me battre. Je pouvais pas faire du vélo. Je voyais rien. Voilà, j'étais le bigleux, quoi. Et à 14 ans, vous quittez l'école pour devenir apprenti d'ailleurs. Et je crois qu'à part balayer la pièce, vous savez rien faire. C'est ce qui m'a sauvé, hein. C'est que j'étais nul comme tailleur. Nul. Vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui a commencé comme tailleur. C'était une catastrophe. C'est Louis de Funès. Son père voulait qu'il travaille dans la fourrure et il a été viré de l'école pour avoir, je crois, fait peur aux canaris du directeur. Ah bon? Alors, vous rêvez à l'époque de devenir avocat, je crois. Oui, mais c'est quand j'étais gosse, devant la glace. Oui. J'avais vu Jean Richard dans un film qui disait « Si vous voulez des têtes, prenez-en, mais pas celles de mon client. » Alors, je gueulais ça toute la journée, ce qui rendait ma mère assez furieuse. Elle me disait « Mais tais-toi !» Et finalement, le déclic s'est produit quand, par hasard, vous vous êtes retrouvé dans une troupe de théâtre. Oui. Une fois apprenti, j'ai vu qu'il y avait que des adultes autour de moi. Et moi, je voulais voir des gosses de mon âge. Et donc, on m'a dit, tu peux entrer à l'UJRF. C'était le faux-né des jeunesses communistes. Et donc, je suis entré et ils montaient une pièce de Tristan Bernard. Je ne savais pas que Tristan Bernard avait été à Drancy. Et je me suis retrouvé avec le rôle principal. À peine arrivé dans cette troupe, ils m'ont dit, oh, bah, tu vas jouer le rôle principal. Et puis là, il y a deux types d'une vraie troupe amateur qui sont passés et qui cherchaient un môme pour jouer dans Georges Dandin le rôle de Colin. Et ils m'ont demandé si je voulais. J'ai dit oui. Et vous avez fait de l'urtiqueur. Oui, l'urtiqueur. Qu'est-ce que c'était? Ben parce qu'un jour, ils m'ont demandé de
faire un filage le soir. Je ne pouvais pas prévenir ma mère que je revenais pas, que je rentrais pas pour manger. Et donc, ça m'a filé une crise d'urticaire phénoménale. Incroyable. Et donc, ils m'ont renvoyé à la maison. Et je suis arrivé, je n'avais plus d'urticaire. Et j'ai vu que ma mère se rongeait les sangs. Parce que vous n'étiez pas là. Parce que j'avais du retard et que je pense qu'elle devait être assez soucieuse de rester 2 ans sans nouvelles. Parce qu'il ne fallait pas que les parents sachent où étaient les enfants. Si on raflait les parents, il ne fallait pas qu'ils puissent dire où étaient leurs enfants. Et je crois ensuite que ce qui a été le second déclic, c'est Jacques Fabry, car vous êtes rentré dans sa troupe. Oui, parce que j'avais été tailleur. Oui. Et il cherchait quelqu'un pour s'occuper des costumes d'une pièce de Shakespeare qu'ils avaient montée. Et je faisais... j'étais soi-disant... je m'occupais des costumes et je jouais un petit rôle. Et puis un jour, l'un des grands rôles a eu la grippe. Et je suis arrivé 5 minutes avant et il m'a dit t'arrives tard. Alors je lui ai dit mais pour ce que j'ai à faire, j'arrive assez tôt. Il a dit non parce que ce soir tu joues et il m'a dit le nom du rôle. J'ai dit mais comment je joue? Eh ben tu te démerdes, t'avais qu'à venir plus tôt. Voilà. Et vous êtes démerdé. Et je me suis démerdé. Et vous avez commencé à écrire. Les premières pièces n'ont pas été montées et je crois que tout a commencé avec cette pièce. Une pièce nouvelle d'un auteur nouveau. Demain, une fenêtre sur rue de Jean-Pierre Grimbert. Votre première télé... Il s'est égoré. Oui, Jean-Pierre, c'est Max Favalelli qui était, qu'on connaît à travers le mot le plus long et ses mots croisés, qui à l'époque était critique de théâtre, avait une émission de télévision et votre première interview comme auteur, c'est Max Favalelli pour cette pièce qui s'appelait Demain, fenêtre sur rue. Ouais. C'est votre première pièce montée. Alors, je l'avais avec moi justement sur un tournage à Biscarrosse. Et il y avait 50 comédiens. C'était pas le commandant Vatrin. Ouais. C'était un autre truc, mais ça se passait devant le premier ordinateur. Mais l'ordinateur, il était sur 100 mètres carrés, quoi. C'était un truc énorme. Et le texte était imbitable. C'était que des trucs techniques. Et les comédiens n'arrivaient pas. Il y avait des tas de comédiens prestigieux et tout. Ils n'arrivaient pas à prendre les... Et le réalisateur m'a dit, toi qui écris, est-ce que tu peux pas arranger une réplique ou deux? Et j'ai dit, non, on n'a pas le droit. Et là, il y a un monsieur qui est venu le lendemain matin. Non, tout de suite, il y a un type qui m'a dit, tu écris? Alors j'ai dit oui. Mais t'écris quoi? Alors j'ai dit du théâtre. T'as pas quelque chose à me donner à lire? On s'ennuie tellement ici. Et donc, j'avais emmené, bien que j'ai que 2 jours de tournage, j'avais emmené mes 2 pièces. Et je lui ai donné les 2 pièces. Il les a lues dans la nuit. C'était Marcel Cuvelier, l'un des premiers qui avait monté Ionesco. Et il m'a dit, je vais monter Demain une fenêtre sur rue. Et après, avec 3 francs 6 sous, il a monté et ça a été comme au cinéma, les gens hurlaient, l'auteur, l'auteur, l'auteur. Et c'était le point de départ de votre carrière. Et il y a une autre date importante qu'on va évoquer dans quelques instants, c'est le 3 mai 1999. A tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Claude Grimbert. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Claude Grimbert, on parle de votre parcours. On va évoquer Quand la terre était plate, votre nouveau livre aux éditions du Seuil, où vous parlez de votre maman. Mais votre parcours, effectivement, qui était au départ pas destiné au théâtre, a évolué, et il a bien évolué. Et le 3 mai 1999, j'ai choisi cette date parce que vous recevez le Molière de la meilleure pièce du répertoire au Théâtre des Champs-Élysées pour une pièce qui s'appelle L'Atelier et qui a été créée des années plus tôt. C'est une reprise à Hébertot. Vous vous souvenez de ce soir-là? Oui. Alors, il y avait 6 nominations pour L'Atelier et 6 nominations pour Rêver peut-être. Et donc, j'avais 2 pièces en chantier. Donc, si je l'avais pour L'Atelier, j'avais pas le Molière pour Rêver peut-être. Voilà. Et L'Atelier, au départ, on est en 99, elle a été créée 10 ans plus tôt à l'Odéon. En 79, le 18 avril. Oui. En un temps où les Molières n'existaient pas. Oui. Comment elle est née, cette pièce, L'Atelier?
je pense que c'était déjà le parcours de ma mère. Voilà, c'était d'évoquer J'avais toujours vécu dans un atelier. Je suis né dans l'atelier de mon père. Après-guerre, j'ai retrouvé l'atelier désert. Ensuite, l'atelier où ma mère travaillait, qui était à 3 numéros dans la même rue, la rue de Chabrol. Et j'allais la chercher souvent. Et puis, ensuite, mon épouse avait un atelier. Et j'ai toujours vécu dans un atelier. Et cette pièce, donc, c'est un atelier de confection où on rit, on pleure dans les années d'après-guerre, et vous évoquez des personnalités que vous avez connues. Et cette pièce est créée à l'Odéon. C'est pas évident, l'Odéon, au départ. J'avais déjà eu 3 pièces à l'Odéon. Oui, mais celle-là a cartonné de façon incroyable. Oui, Dreyfus, quelques années avant, avait marché aussi d'une manière extraordinaire. Voilà. C'était grâce à Pierre Dux. Pierre Dux, il avait l'une de mes pièces qui s'appelait Amorphe d'Ottenbourg. Oui. Et il l'avait choisi pour rouvrir l'Odéon. Voilà, après la fermeture, après 68 et tout. Donc en 71, quand il rouvre l'Odéon, avec la troupe du Français, il joue Amorphe d'Ottenbourg. J'avais 30 ans, je n'en reviens toujours pas. Voilà. Dans la vie, il faut écrire, c'est vrai, mais il faut avoir énormément de chance et rencontrer des gens comme Cuvelier ou comme Pierre Dux, qui étaient des hommes voilà, qui lisaient. Quand ils aimaient ça, ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire pour que ça se fasse. En plus, dans l'atelier, ce qui était particulier, j'ai joué. Voilà. Et vous avez fait donc, j'ai réalisé le rêve que j'avais attrapé par hasard, puisque quand je commence à faire du théâtre, je n'ai jamais été au théâtre. Voilà. Jamais. Jamais. Et donc, j'attrape le virus. Et donc, je joue enfin un rôle important, mais c'est parce que je connais l'auteur. Voilà. Et cette pièce, L'Atelier, a été un succès mondial, Jean-Claude Grimbert. Oui. Je crois que je suis devenu l'auteur de L'Atelier. Voilà. Mais ça vous a surpris? Comment expliquer ce succès international? Je pense que ça parlait des pauvres gens. Voilà. De la guerre, de ce qu'on n'appelait pas encore la Shoah, et de comment gagner sa vie, comment élever ses enfants. Je pense qu'il y avait... Et puis, j'ai eu de la chance, avec Maurice Bénichou, de tomber sur un metteur en scène exceptionnel. Il y avait la pièce, mais il y avait la qualité du spectacle. Voilà. Et la distribution, les femmes qui jouaient là-dedans étaient formidables. Voilà. Geneviève Niche, qui était formidable. Donc, vous savez, une pièce, quand c'est mal joué, c'est une mauvaise pièce. Quand c'est bien joué, eh ben, c'est une... Et alors, après, ça s'est joué dans énormément de pays, sauf les pays de l'Est. Hein. C'est-à-dire que c'était très drôle parce tout le monde était communiste. Seulement, on constatait que dans les pays communistes, on n'était jamais joué. Par contre, toutes les pièces de boulevard étaient jouées dans les pays communistes. Et je crois que l'atelier aussi, c'était un devoir de mémoire en un temps où l'on ne parlait pas de la guerre comme aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est entrée dans l'histoire. C'était pas le cas quand vous avez créé l'atelier, Jean-Claude Grimbert. Oui, c'est ce qu'Annette Vivorca me dit souvent. C'est que ça a été le départ pas le départ de quelque chose, mais j'ai ouvert une porte. Voilà. C'est-à-dire, on pouvait en parler hors de l'exactitude historique, hors de ce qui s'était passé. Et c'est un petit peu comme Nuit et brouillard au cinéma. C'est le même chose au théâtre. Et vous ne pensiez pas, en écrivant cette pièce, que ce serait ça. J'aurais pas osé. Alors, il se trouve que vous devenez l'un des auteurs vivants les plus lus, les plus vus dans le monde, ce qui change votre vie. Non, c'est surtout les scolaires. Voilà, c'est-à-dire que l'atelier a servi
pour les troupes amateurs, dans les écoles, voilà, c'est quelque chose qui est entré dans le public, mais au-delà du public de théâtre. C'est-à-dire que ça permettait de parler de ce dont on n'arrivait pas à parler. Et surtout, vous l'avez créé en 79, et quand vous avez le Molière, c'est 20 ans plus tard, elle est reprise à Hébertot. C'était la même version, mais les temps avaient changé. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle était peut-être encore plus d'actualité que 20 ans plus tôt. Mais là, c'est encore une pièce que les amateurs jouent beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Il faut tenir compte de ça aussi. Il y a beaucoup de rôles de femmes, donc chez les amateurs, il y a beaucoup de femmes. Donc, c'est joué souvent. Il se trouve aussi que j'ai fait mon calcul, vous êtes le recordman des Molières. Il y a en 88 Mort d'un Camus voyageur, Zone libre en 91, Une histoire d'amour en 95, Adam et Ève en 98, Conversation avec mon père en 2002, Vers toi terre promise en 2009, et un Molière francophone et un Molière en 22 pour l'auteur francophone le plus joué. C'est étonnant ça. Ouais. Enfin, le plus joué, c'est ce qu'on dit. Oui, et c'était aussi pour la plus précieuse des marchandises. Vous avez eu ce Molière pour cette pièce, au départ pour ce... Non, j'ai pas eu de Molière pour la... nomination Molière de l'auteur francophone vivant pour la plus précieuse des marchandises. Ah bon? Voilà. Ouais, mais à chaque fois, c'est devenu... C'est rare d'avoir autant de Molière. Oui, mais enfin... Non, il y en a un, là, je sais plus son nom. Alexis Michalik. Oui, mais c'est lui qui les fabrique, quoi. Et ces Molières, vous les avez gardés précieusement? J'en ai mis 3 dans la cuisine, et puis les autres, je les ai rangés. Voilà. En même temps, c'est pas quelque chose qui a changé votre vie. Les Molières, ce qui compte, c'est plutôt ce que vous avez écrit. Oui, on n'écrit pas pour avoir des Molières. La preuve, c'est que, par exemple, Dreyfus... c'était pas inventé, donc il n'y avait pas de Molière, quoi. Voilà. Non, et en même temps, Dreyfus, il y avait une chose, les personnages parlaient yiddish. Ils étaient censés... Oui, c'est-à-dire c'était la première pièce écrite traduite du yiddish par un type qui ne connaît ni le français ni le yiddish. Donc il fallait le faire. Alors tout ça, ce sont des pièces très particulières, mais il y en a une très différente qui pourrait être expliquée par cette chanson. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foin qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier... Gaston Ouvrard, qui a été le symbole des comiques troupiers, son père Éloi Ouvrard avait inventé le genre, et il a fini sa vie sur la scène de l'Olympia, Ouvrard, en première partie de Michel Sardou qui débutait. Et c'est vrai que vous avez écrit une pièce en revenant de l'expo. Oui. Ça n'a rien à voir avec le reste. Si, quand même, parce que ça se termine par la guerre 14. Et c'est une vision aussi de la belle époque. Oui. Et pourquoi... et puis de la pauvreté aussi, des gens... Non, c'est-à-dire que je venais d'écrire Dreyfus, ça venait de se jouer, et donc j'avais fait beaucoup de documentation sur le tournant du siècle, sur l'antisémitisme après l'affaire Dreyfus et tout, et pendant l'affaire Dreyfus et après. Et donc, en revenant de l'expo, c'était comme une suite de Dreyfus. Et voilà, et c'est comme ça que c'est né. Et justement, l'antisémitisme, on va en parler avec une autre date importante dans votre vie, le 4 juin 2009. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Claude Grimbert. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Claude Grimbert. On a évoqué vos débuts dans votre atelier de confection et puis les pièces qui ont fait le tour du monde, à commencer par l'atelier, tous ces Molières. Et puis il y a une date importante, le 4 juin 2009, que j'ai trouvé, car vous recevez un prix symbolique qui vous touche. La Fondation France-Israël vous remet un prix dans le cadre des représentations croisées franco-israéliennes d'une de vos pièces, Vers toi, terre promise. Ça a été important pour vous aussi. Oui, mais disons que ça m'a fait plaisir. Mais c'est surtout la réussite de la pièce, voilà, qui était plus difficile que les autres et qui était quand je me souviens que mon beau-frère l'avait lu, il m'a dit ça ne se jouera jamais, c'est trop triste.
Et c'est ça la magie du théâtre. C'est très triste, mais les gens riaient. Parce que vous savez mélanger le rire et Je pense que c'est indispensable. Que si on ne fait que dire le malheur, on ne peut pas supporter la vision ou l'évocation du malheur absolu. Donc il faut trouver comment on parle de ce malheur. C'est exactement comme si vous allez manger chez des amis et vous avez un cancer et vous décrivez que le truc. Il faut qu'il y ait des gags dans votre opération, sinon ils vous réinvitent plus. Donc, c'est une pièce que j'ai eu plus de mal que d'habitude à écrire, parce qu'effectivement, c'est un drame terrible. Voilà. C'est une tragédie dentaire, d'ailleurs. Voilà, une tragédie dentaire, c'est-à-dire la dérision existe même dans les tragédies. C'est-à-dire que c'est une histoire qui se passe chez un dentiste, et ce couple de dentistes a eu un grave problème. Voilà, et ça, l'une des filles a été déportée, et l'autre est devenue bonne sœur en étant... et une bonne sœur, en plus, qui a fait une carrière, qui a été proche du pape de l'époque, qui a été... Et vous êtes inspiré de faits authentiques pour écrire cette pièce? Oui. Mais j'ai refusé de voir la sœur survivante devenue bonne sœur pour ne pas me mettre au service de l'histoire. C'est-à-dire qu'un auteur dramatique, c'est pas un historien. Je pars d'une histoire comme je m'en souvenais comme client du dentiste. Et c'est l'enfant qui raconte l'histoire. C'est pas... c'est-à-dire que c'est ça la différence entre l'historien et l'auteur, que ce soit de roman ou de... Il faut qu'on se sente libre de ne pas respecter le détail de l'histoire. Donc on n'est pas là pour dire le vrai, on est là pour faire croire au vrai. Et puis c'était aussi une façon de parler d'antisémitisme à un moment où on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, Jean-Claude Brimbert. Oui, on pensait qu'on allait manquer d'antisémites, mais voilà, on est... Comme dirait Pierre Dac, il faut avoir confiance. Et puis, il y a eu une autre carrière que celle d'auteur dramatique au théâtre. Et il y a quelqu'un qui a compté dans votre vie pour cette autre carrière. Écoutez, il m'est difficile de vous en parler parce que je n'ai pas encore eu entre les mains le découpage définitif. Simone Signoret. Simone Signoret, à qui vous devez votre carrière télévisuelle. Ouais. Je crois que c'est comme ça a commencé avec Thérèse Imbert, qui était une histoire d'escroquerie incroyable. Oui, oui. Qu'elle voulait absolument... Alors, je l'avais connue parce qu'elle avait lu un personnage dans Dreyfus, quand François Perrier voulait monter Dreyfus. Voilà. Puis elle avait dit non. Elle aimait mieux se lever tôt le matin. Et moi, après l'atelier, j'ai eu une dépression terrible. Et je disais non. La France entière me demandait des trucs, les réalisateurs et tout. Et Simone Signoret m'a demandé, et je lui ai dit non. Et elle a insisté, et j'ai compris que si je disais non à Simone Signoret, il fallait que j'arrête ce boulot, quoi. Donc la dépression, c'était une chose, et puis je voyais quand même, je pensais que j'allais m'en tirer un jour. Et donc j'ai accepté. Et elle m'a protégé, parce que les producteurs lisaient mes répliques et disait, mais il ne sait pas écrire pour la télévision, toutes ses répliques sont trop longues, il ne sait faire que du théâtre. Alors elle disait, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais alors qu'est-ce qu'on va faire, madame? Eh ben on va tourner ce qu'il écrit, puisque c'est l'auteur. Et donc, ça c'est Bluval qui me l'a raconté, elle m'a protégé tout le long, sinon ils voulaient tout... les producteurs voulaient tout virer. Et ça a été un succès inouï. Et puis j'ai découvert une femme formidable, en tout cas avec moi d'une générosité extraordinaire, et puis d'un talent, voilà, je suis quand même venu à tout ça à travers le métier de comédien, et c'était un plaisir de la voir. Et même la deuxième chose que j'ai écrit pour elle, qu'on a fait avec Bluval, qui s'appelait Music Hall, elle était déjà aveugle, voilà. Elle répétait ses déplacements et elle jouait comme si elle voyait.
Et moi qui suis très diminué de ce côté-là, j'ai admiré aussi ça, comment à le cacher. Voilà, ça s'est cité. Et comment elle arrivait à jouer comme si elle voyait. Mais elle cachait tout. Moi, quand je l'ai rencontrée, même plusieurs fois à la roulotte, elle ne parlait jamais des drames de sa vie, mais on sentait notamment que l'affaire de Marilyn l'avait marquée à vie. Ouais. Ça, elle en a parlé immédiatement quand elle a rencontré mon épouse. Et elle lui a dit cette phrase terrible, elle lui a dit « être cocu, c'est rien ». Mais quand c'était sur toutes les premières pages des journaux du monde, ça fait chier quand même. Oui, et elle a tourné ça en dérision avec la presse en disant bah, c'était Marilyn, on peut rien refuser. Mais c'était un numéro. Alors, il se trouve aussi que Marcel Bulval, on ne le sait pas assez, c'est un des pionniers de la télévision. Il a créé le premier feuilleton télé, je ne sais pas si vous le savez, l'Inspecteur Leclerc, qui était passé le dimanche après-midi avec Philippe Nicot. Et tous les feuilletons sont nés de ce feuilleton de Marcel Duval. Alors, il y a eu effectivement d'autres propositions de cinéma et de télévision, mais la télévision, vous n'aimez pas tellement ça parce que vous faites le scénario et après, ben, l'histoire vous échappe. C'est pas que j'aimais pas ça, c'est que il y a 20 ans que j'ai pas eu un coup de fil de quelqu'un de la télé. Oui, mais remarquez, ça a beaucoup changé depuis. Voilà, c'est-à-dire que j'aurais volontiers, j'ai fait des tas de propositions, et parce qu'il y avait des choses que je pouvais traiter qu'à la télévision, et ça, voilà, c'est quand même le formatage que je détestais. Mais la liberté que Signoret m'avait procurée, après, j'ai fait avec Jacques Fansten j'ai des problèmes avec les noms propres. J'ai fait Les Lendemains qui chantent, voilà, en toute liberté. Aujourd'hui, on ne nous laisserait pas faire ça, voilà. Et il y a eu le cinéma quand même où ça a débuté, je crois, avec Pierre Boutron, avec Les Années Sandwich. Avant, j'avais fait déjà avec Costa Gavras. C'est la grande rencontre, c'est avec Costa. Voilà. Ça, c'est vrai que Costa a été très important dans votre vie. Oui, oui. Amen, le fait de faire Amen avec lui, d'avoir l'occasion de parler de ça au cinéma, Non, ça a été... On a fait 5 films ensemble. Oui, Costa, qui est un éternel jeune homme, il vient encore de faire un film. Je ne sais pas quel est son secret. Il a une santé de fer, voilà. Il aime faire et il a une santé de fer. Je ne sais pas si vous le savez, mais un jour, bon, il vient de se planter sur un film, il part en Grèce dans sa famille, et au retour, son frère lui donne un livre dans l'avion, il regarde le livre, il dit « Qu'est-ce que c'est que ce titre idiot ?» C'était Z. Il a lu l'avion, on connaît la suite. C'est fou, hein. Et il y a eu aussi Truffaut dans votre vie. Oui. Truffaut est arrivé, je crois, avec Le Dernier Métro. Oui. Alors, il avait un problème parce qu'il avait pris pour jouer le juif dans la cave, là, dans le sous-sol du théâtre. Il avait pris un acteur qui était très bien, mais qui était allemand. Et il ne s'imaginait pas en juif. Et Truffaut, on lui a dit, il y a un comédien qui joue... un petit juif dans l'atelier. Il a été voir l'atelier et il s'est dit c'est un spécialiste. Donc il m'a demandé de réécrire le rôle, de faire en sorte que cet acteur allemand se sente à l'aise pour jouer ce juif. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre metteur en scène qui a compté récemment, puisque il a fait un film tiré de La plus précieuse des marchandises. C'est Michel Hazanavicius. Le livre est sorti justement au Seuil il y a quelques mois. Et là aussi, c'est étonnant parce qu'il a tourné le film à partir et réalisé les dessins du film, les maquettes. Et moi, je savais qu'il dessinait parce que je le connaissais depuis sa naissance. Ses parents étaient nos meilleurs amis, à ma femme et moi. Et donc, je savais j'avais vu des dessins de lui à 10, 11, 12 ans. Et puis, un jour, on avait parlé d'un dessinateur qu'il collectionnait et que je collectionnais, Gus Boffa. Et donc, on a parlé, on a montré nos livres, voilà.
Et quand il a été question de le faire, c'est moi qui ai voulu que ce soit un dessin animé. Voilà. Et donc j'ai dit au producteur, il faut demander à Michel Hazanavicius. Ils m'ont dit, mais il voudra jamais. J'ai dit, demandez-lui. Voilà, bon. Et ça s'est fait, Et voilà. et le livre est sorti. Et d'ailleurs, je crois que vous devez à son père le fait d'avoir compris, en attendant Godot, qui a été une pièce très importante pour vous aussi, Oui. Jean-Claude Grimbert. Oui, moi, quand je l'avais lu, j'étais animateur au Club Olympique. Et lui, je l'avais fait venir et il plaçait les gens à table. Et on cherchait qu'est-ce qu'on peut monter pour les clients du Club Olympique. Et on avait parlé de Godot. Je lui ai dit, mais pour moi, c'est pas une pièce de théâtre, j'y comprends rien, je sais pas ce que c'est. Et c'est lui qui ne faisait pas de théâtre du tout, qui m'a dit, mais si, il m'a expliqué. Et quand je l'ai joué, j'ai compris. Voilà, que c'était l'ouverture. C'est comme si ça m'a ouvert la porte pour écrire pour le théâtre. C'était pas une question de jeu ou de... C'était... On sortait de Monterland, d'Anouilh, de tous ces gens de Giraudoux, voilà. Et brusquement, on était dans la vie. Et je crois que ce soit Beckett ou Ionesco ont beaucoup compté dans votre carrière, Jean-Claude Grimbert. Oui. Oui, c'est des auteurs qui ont permis à des ignorants, alors qu'eux étaient extrêmement cultivés l'un et l'autre, ça m'a montré qu'un ignorant pouvait écrire. Voilà. Ça m'a autorisé. C'est-à-dire que c'est des auteurs qui m'ont dit, c'est pas la peine d'avoir un style, d'être comme Claudel. Voilà. C'est-à-dire que... ou même de penser qu'on doit devenir obligatoirement Shakespeare. Non, on peut écrire à sa mesure, avec ses mots, voilà, les mots des gens de tous les jours. Et vous l'avez fait, et vous n'êtes pas du Shakespeare, mais Jean-Claude Grimbert, et c'est pas plus mal, au contraire, et on vous connaît, et on va évoquer dans quelques instants votre carrière nouvelle, celle de l'écrivain, avec un nouveau livre, Quand la Terre était plate, à travers une date, le 3 janvier 2024. À tout de suite sur Sud Radio, avec Jean-Claude Grimbert. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, Jean-Claude Grimbert, mon invité. On a évoqué votre carrière exceptionnelle au théâtre. Et le 3 janvier 2024 est sorti un livre, Quand la Terre était plate, aux éditions du Seuil, où vous parlez de votre mère. D'abord, Quand la Terre était plate, c'est un titre très étonnant. Oui, mais c'est parce que elle m'avait raconté une anecdote où, dans son périple pendant la guerre 14 en Galicie, un instituteur, disons un Melamed, voilà, c'est une sorte d'instituteur pour petits garçons juifs, leur avait expliqué. Alors elle n'avait pas entendu, les filles n'allaient pas à l'école, voilà. Et donc, que la terre était comme une assiette à dessert et qu'elle était posée sur des couverts croisés. Et donc, c'est cette anecdote qu'elle m'a racontée plusieurs fois qui a fondé le désir d'écrire Quand la terre était plate. Et écrire sur votre mère, ce qui n'était pas simple, car vous avez eu envie d'écrire sur votre mère, qui a été très importante dans votre vie, Jean-Claude Grimbert. Oui, j'avais déjà fait avec l'atelier, mais là, je l'ai fait d'une autre manière. C'est-à-dire qu'en fait, elle était née en 1907. Pendant la guerre 14, elle s'est retrouvée dans un camp en France, parce qu'elle était, bien que née à Paris, elle était considérée comme étrangère et comme ennemie. Et donc, c'est les deux guerres. Elle a traversé 2 guerres mondiales. La première dans un camp, puis sur les routes pour retourner dans la ville natale de ses parents. Et la deuxième à Paris,
seul, sans mari, sans nouvelles de son mari, sans nouvelles de ses enfants, et nous retrouvant, nous, par chance. Vous et votre frère Maxime, votre frère aîné. Alors, c'est aussi un livre sur mon frère. Voilà, c'est-à-dire, je me suis aperçu que j'écrivais sur ma mère, mais l'un des personnages qui ressort du livre, c'est Maxime. Alors, le problème, Jean-Claude Grimbert, c'est que vous avez écrit ce livre alors que votre mère ne vous a pratiquement rien raconté sur sa vie. Ou peut-être qu'elle m'a raconté que j'ai rien écouté. Ce qui... On n'était ni sur mon père, ni sur sa vie. Elle racontait des anecdotes. Voilà, c'est les quelques anecdotes que j'ai mis et que j'ai glissées dans le texte. C'est ce qui m'a servi à donner une assise au récit. Donc je partais pas. Je savais qu'ils avaient été dans un camp. J'ai appris, grâce à un historien, qui avait 70 camps en 14, où on mettait des étrangers. Voilà. Mais c'était pas le traitement qu'il y a eu ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était ils appelaient ça camps de concentration, mais c'était des camps de regroupement. Ce qu'il y a, c'est que ils n'étaient pas tellement bien nourris non plus, que les femmes étaient dans un endroit avec les enfants, les hommes dans un autre, même dans les camps familiaux. C'est-à-dire, ça n'était... Bien sûr, ça n'est pas comparable, mais c'était pas non plus une partie de plaisir, quoi. Et surtout, elle n'a pas appris à lire. Voilà. Et surtout, vous évoquez aussi une phrase qu'elle disait tout le temps quand elle parlait de son passé, c'est mystère et boule de gomme. Oui. C'est bizarre. Oui. C'est-à-dire, elle était née à Paris, et bien que considérée comme étrangère pendant la guerre 14, elle avait l'accent d'Arletty. Alors, elle parlait, elle avait... Et quand je suis revenu de zone libre, donc en 45, quand je l'ai entendu parler, alors, et j'étais terrorisé parce que je connaissais pas cette dame, et elle me faisait marrer parce elle parlait comme ça. Bah alors, tu me reconnais pas, je suis ta mère, voilà. Il se trouve que l'expression mystère et boule de gomme, je ne sais pas si vous le savez, elle vient des voyantes. La boule transparente pour lire l'avenir, si elle est à base d'un matériau opaque, la voyante ne voit rien, donc c'est mystère et boule de gomme. Ouais. Alors, il y a aussi effectivement les souvenirs de votre frère et dans cet appartement au 34 rue Chabrol. Oui. Car c'est là finalement où vous avez grandi. Oui. Et vous êtes retourné dans cet appartement à l'escalier C, qui était au départ l'atelier et que votre mère a transformé, Jean-Claude Grimbert. Alors, il y avait une pièce qui servait d'atelier. C'est-à-dire que c'était un 2 pièces et demie avec cuisine et, chose extraordinaire, les toilettes dans l'appartement, ce qui était rare à l'époque. Et donc, cette petite pièce qui servait d'atelier a fini par devenir la chambre pour mon frère et moi. Voilà. Et Maxime, votre frère aîné, dont vous parliez peu jusque-là, a été très important aussi dans votre vie. Oui, bien sûr. Non seulement très important, mais il m'a servi de père. Il avait 4 ans de plus que moi. Et pendant toute cette période, que ce soit à Moissac et après chez cette dame, dans le Vercors, c'est lui qui avait tous les soucis du monde. Voilà. C'est-à-dire que qui avait peur, moi, du moment que j'étais avec mon frère, j'étais protégé, j'ai pas vécu la peur et j'ai pas eu les responsabilités qu'il a eues. Et ça nous a poursuivi un peu toute notre vie. C'est-à-dire que je me suis jamais senti responsable de quoi que ce soit, alors que lui est responsable de tout. Et vous avez dormi dans le même lit pendant des années. Oui, alors qu'on avait un oncle marchand de meubles. mais les voisins étaient très durs parce que vous faisiez beaucoup de bruit, je crois. Et il y a eu surtout, on criait sans se réveiller, on criait la nuit. Un gosse, l'un des deux se mettait à crier et l'autre suivait.
Et donc, c'était des cris de guerre, des cris de peur, des cris de... Et donc, les voisins se plaignaient. Il y en a même une voisine qui a dit « Dommage qu'ils aient pris votre mari, qui faisait pas de bruit, et qui vous ait laissé ces deux gueulards. » Oui, c'est pas très sympa. Donc, c'était beau, oui. Alors, il se trouve que ça a été très compliqué après la guerre parce que votre mère s'est retrouvée toute seule. On lui a même demandé de payer les dégâts de la porte qui avait été enfoncée. Ah bah oui. Et on l'a menacée. Elle recevait des lettres d'expulsion, des menaces d'expulsion. Elle a vécu tout ça dans la terreur. Et puis, les difficultés aussi, c'était avec les papiers qu'il fallait remplir. Et elle ne voulait pas dire qu'elle ne savait pas lire. Donc elle vivait ça comme une honte. Et justement, elle aurait pu être veuve de guerre, mais elle n'a pas été considérée comme veuve de guerre. Oui, parce qu'il n'était pas français. Votre père, oui. Oui, alors, donc, c'était... Il aurait eu droit à la mention mort pour la France s'il avait été français. S'il avait été français. Voilà, bon. Il était resté 30 ans en France, mais c'était un homme qui, d'après moi, n'aimait pas faire des papiers, quoi. Non, il aimait jouer, en revanche. Oui, c'était un joueur. Et d'ailleurs, ça a failli compromettre votre mariage. Si votre mère l'avait su plus tôt, vous seriez peut-être pas né aujourd'hui. Voilà, c'est vrai. Alors, il se trouve que votre... Maintenant, tout le monde joue, hein. Oui. Mais à l'époque, c'était terrible. Et votre mère avait si peu de choses qu'elle a vendu tout de suite la machine Singer, qui était la machine à coudre de votre père. Oui, pour du charbon. C'est fou, hein. Et c'est que je sais pas, l'entreprise Singer a été créée par Isaac Merritt Singer, c'est-à-dire un juif américain qui a créé la tour Singer, qui a été la plus haute grande tour du monde en 1906. Vous êtes un puits de science et d'information. Alors, il se trouve aussi que le destin a voulu que vous racontiez cette histoire parce que vous êtes tombé par hasard sur un livre, Jean-Claude Grimbert. Un livre chez un soldeur à 5 € et que ça vous a sauvé pour écrire ce livre. Oui, c'est la librairie Le Dilettante, où il y a des bouquins à 5 € dans des boîtes devant la librairie, et j'ai trouvé un livre sur les camps français. Et ça vous a permis de savoir exactement comment ça se passait. En tout cas, j'ai vécu ça comme si c'était un message que Maurice Hollander, mon éditeur, m'envoyait. Hélas, il avait lâché la rampe. Et c'était comme si c'était lui qui alors que je voulais m'arrêter d'écrire, qui m'envoyait ce livre. Voilà, j'ai mis la main dans la boîte, j'ai tiré et j'avais le livre qu'il me fallait pour pouvoir écrire. Et votre mère a beaucoup travaillé pour que vous et Maxime, votre frère, vous ne manquiez de rien. Et il y a une chanson qui symbolise justement tout ce travail. Tire, tire, tire les filles, ma fille, demain tu te maries, mon ami. Par Céline Dion, version récente d'une chanson qui était René Lebas. René Lebas, qui était roumaine, qui a introduit cette chanson en France. Et elle a aussi été la première à chanter La Mère. Je ne sais pas si vous savez, La Mère de Charles Trenet. Et on l'appelait La Mère de la Mer parce qu'elle avait été la créatrice avant Trenet. Et on adorait René Lebas. Cette chanson vous a marqué. Oui. Et cette chanson est liée à tout le travail qu'elle faisait parce que elle travaillait beaucoup et le soir, avant de vous endormir, elle vous racontait ses histoires. Non. Votre mère vous laissait raconter quelques anecdotes, quelques petites choses. Oui, mais c'était plutôt le soir. Nous, on lisait. Le problème, c'est qu'on passait notre... Moi, je lisais un livre par jour, grâce à la bibliothèque du 10e. C'est ça qui m'a sauvé la vie aussi. C'est qu'on pouvait lire, et je lisais n'importe quoi. Je ne savais pas si c'était un chef-d'œuvre ou pas un chef-d'œuvre. Et c'est peut-être ça qui a développé une sorte d'esprit critique. Voilà, c'était à moi de savoir ce que j'étais en train de lire, si c'était une connerie ou pas. Voilà. Et il y a un livre justement qui a changé la vie de votre mère, c'est un film au départ.
Autant on emporte le vent, Oui. car ce jour-là, vous avez compris à votre grande surprise que votre mère, qui ne savait ni lire ni écrire, savait lire. Oui, qu'elle avait fini par apprendre à lire sans rien nous dire et qu'elle m'avait demandé de lui ramener de la bibliothèque Autant en emporte le vent. Elle a mis 2 ans à le lire. Et moi, il fallait que je négocie avec la bibliothécaire pour lui expliquer que je pouvais pas lui rendre. Voilà. Et donc, ça a été une grande surprise pour moi, mais qui s'est pas manifestée. C'est comme si, en écrivant ce livre, je vivais cette enfance et cette adolescence. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis pas étonné dans mon souvenir, quand elle m'a dit que je lui ramène ce bouquin, je me suis pas étonné où je l'ai pas assez félicité d'avoir appris à lire et tout. Pour moi, c'était bon, bah, elle sait lire, voilà. Oui, alors qu'elle avait appris à lire grâce à quelqu'un qu'elle avait rencontré. Voilà. Et elle vous l'a caché. Ouais. Écrire sur votre mère aujourd'hui, tant d'années après, ça a été un bonheur difficile, Jean-Claude Grimbert? Ça a été, pour des raisons techniques, un des livres ça a été le plus difficile à écrire de tous les bouquins. Le théâtre, c'est une chose. J'ai écrit certaines pièces en 2 heures. Voilà. Un roman ou dès que vous vous mettez sur un sujet, il faut 2 ans. Et là, au bout d'1 an, j'étais perdu. J'y arrivais pas. Et donc, c'est vraiment... J'ai passé mon temps à me demander comment écrire ce livre. Voilà, comment écrire un livre sur des événements, des faits que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas vécu. Et vous avez réussi parfaitement, car Quand la terre était plate, qui est au seuil, est un livre très réussi, comme toutes les pièces que vous avez écrites. C'est gentil à vous. Non, c'est sincère. Merci Jean-Claude Grimbert. Merci. Merci d'avoir raconté ce parcours exceptionnel. Et je recommande ce livre à celles et ceux qui vous connaissent dans le monde entier, et ils sont nombreux. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.